Bonjour Marine Le Pen, merci d'être avec nous par Skype bien sûr puisque vous êtes confinée chez vous. Vous êtes présidente du Rassemblement National, vous êtes candidate à la présidentielle de 2022. Vous accusez le gouvernement depuis le début de cette crise d'incompétence et même de mensonges. Rien ne va, ils mentent sur tout. D'ailleurs avez-vous dit, ils sont en retard, ils ne sont pas à la hauteur. Qui, dans cette crise, trouve grâce à vos yeux dans les pays qui sont confrontés comme nous, tous désormais, à cette crise, quel gouvernement, quel pays vous apparaît comme remarquable ou comme ayant fait preuve d'une gestion de crise acceptable, voire même d'un modèle ? Ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre de pays avaient l'expérience de ce type d'épidémie et ont donc réagi très certainement mieux. Ils étaient par ailleurs manifestement mieux préparés. C'est le cas de Hong Kong, c'est le cas de la Corée du Sud. C'est vrai qu'également un certain nombre de pays, assez peu, il faut bien le dire, en Europe, ont suivi les consignes qui sont celles qui doivent être mises en œuvre dans une épidémie de ce type. Tester, isoler, tracer, confiner. C'est le cas très certainement de l'Allemagne avec des résultats en termes de décès qui sont incontestablement meilleurs que les nôtres. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a profondément agacé dès le départ de cette épidémie, c'est que le gouvernement s'est retrouvé confronté à des défaillances et plutôt que d'assumer ces défaillances, dont une partie n'était pas obligatoirement de son fait d'ailleurs, était antérieure à sa propre prise de pouvoir, eh bien ils ont menti. Alors on a commencé par minimiser la gravité du virus, puis sa contagiosité, puis on a indiqué que les masques étaient inutiles parce qu'on n'en avait pas, et ça a été une suite comme ça, ininterrompue, Marine Le Pen, sur la mensonges qui ont évidemment créé une défiance de la part de la population française. Sur la question des masques, sur la question des tests, on va y revenir bien sûr, mais vous dites qu'ils ont également menti sur la dangerosité du virus ou sur sa contagion. Pour le coup, on ne peut pas dire que les médecins eux-mêmes n'aient pas au minimum tâtonné. C'était pas un mensonge sciemment. Vous pouvez aussi envisager que c'est pu être tout simplement une inconnaissance face à un virus nouveau. Ils ont menti, dites-vous, ça voudrait dire que sciemment, ils auraient voulu cacher la contagiosité de ce virus. Mais madame, de deux choses l'une, soit c'est de l'incompétence, soit c'est du mensonge. Mais on avait quand même... Mais les médecins alors sont incompétents aussi. Madame, on avait quand même un certain nombre de pays qui ont été frappés avant nous. Nous ne sommes pas obligés d'ailleurs de croire sur parole le gouvernement chinois, mais nous avons quand même des capteurs, enfin je le souhaite, je l'espère. Nous avons des services de renseignement. Nous avons bien vu tout de même que malgré un confinement qui est un confinement qui n'a strictement rien à voir avec le nôtre, un confinement militaire des provinces qui étaient touchées en Chine, eh bien la contagiosité était considérable et la gravité était également très importante. Donc le concept, si vous voulez, qui a consisté à dire, plutôt que de dire écoutez, on ne sait pas, a priori c'est grave, de dire c'est une grippe, c'est rien du tout, c'est ridicule, la panique est pire que l'épidémie. Tout cela, si vous voulez, a intégré dans l'idée et dans l'esprit de nos compatriotes qu'il s'agissait de quelque chose qui était anodin. Et lorsque, quelques jours plus tard, eh bien, des mesures de confinement ont dû être évoquées, eh bien, c'est vrai que beaucoup de Français n'ont pas compris ce revirement brutal. Donc moi, je l'ai toujours dit, moi je suis tout à fait prête à faire l'unité nationale et notamment à faire des propositions. J'en ai fait quand même beaucoup depuis le début de cette crise qui n'ont absolument pas été retenues par le gouvernement. C'est juste, vous aviez pris des mesures, vous proposiez de prendre des mesures, y compris notamment la fermeture des frontières. Au moment du match Lyon-Turin, dont on se souvient, vous aviez fait partie des premières à demander l'annulation de ce match. Mais cela dit, si on dézoome, c'est-à-dire que là, vous nous parlez du gouvernement français, mais regardez le gouvernement américain, regardez Donald Trump, qui pourtant a prôné la fermeture des frontières comme vous. Ils sont aujourd'hui dans une situation désastreuse. Mais pas du tout, c'est pas mieux, madame. En l'occurrence, franchement, monsieur Trump n'est pas un exemple dans la gestion de cette crise. Étant entendu qu'aux États-Unis, ils ont un problème supplémentaire qui est aussi un peu le problème de l'Italie. C'est un État qui n'est pas centralisé, c'est-à-dire chaque région ou chaque État aux États-Unis prend des dispositions qui sont parfois contradictoires les unes avec les autres, et ça ne facilite pas évidemment la mise en œuvre de la machine pour lutter contre une épidémie de ce type. Mais moi, je ne considère pas qu'aux États-Unis, les choses ont été mieux. Mais ce qui est sûr, et chacun l'admet aujourd'hui d'ailleurs, c'est que si nous avions fermé les frontières aux régions qui étaient les plus touchées,
puis aux pays les plus touchés dès fin janvier, comme je le réclamais, très certainement nous aurions pu plus facilement suivre, détecter, tester, confiner les cas et donc ralentir, je ne dis pas arrêter totalement, mais au moins considérablement ralentir cette épidémie dont la rapidité de diffusion aujourd'hui nous met dans une situation qui est humainement terrible pour nos soignants, mais aussi, permettez-moi de penser un peu à eux, pour les familles des décédés. Car au moment où nous nous parlons, il y a des gens qui décèdent seuls. Notre impréparation, le fait que nous n'ayons pas de blouse, de surblouse, de FFP2, de kits de protection, fait que des gens qui devraient accompagner leurs proches dans la mort, eh bien, ne peuvent pas le faire et qu'aujourd'hui, c'est plus de 4000 ou peut-être même 5000, si on compte ceux qui sont morts dans les EHPAD français, qui sont morts tout seuls. Eh bien, ça, je suis désolée, mais je ne peux pas considérer que ça n'est pas un échec terrible. C'est un échec abominable et c'est une tristesse totale pour toutes ces familles, puisque vous le disiez en effet, ils ne peuvent pas accompagner leurs proches qui décèdent, mais ce n'est pas seulement le cas en France, c'est le cas partout, dans tous les autres pays. Les malades du coronavirus sont laissés seuls. Il n'y a pas un seul pays, y compris, vous évoquiez à l'instant la façon dont la Chine avait géré cette crise, ils sont tous morts seuls. Mais madame, moi, si c'est pour nous comparer, si vous voulez, à des choses que nous rejetons au fond de nous-mêmes, qui ne correspondent pas, si vous voulez, à nos espérances, à nos valeurs, à notre humanité. Si on critique la gestion en France, il faut aussi pouvoir regarder ce qui s'est passé ailleurs, c'est important. Vous m'avez comparé en Italie, mais en Italie, quelques jours avant le confinement, il y avait encore des avions qui arrivaient d'Iran. Vous croyez que c'était sérieux comme gestion? Bon, voilà, donc je ne suis pas obligée, si vous voulez, de fonder mon avis sur ce qui n'a pas marché. J'essaye de le fonder sur ce qui a marché. Or, je le dis, je pense qu'on a raté la phase d'endiguement de cette épidémie parce qu'il y a eu une impréparation. Nous avons donc été contraints de confiner l'intégralité du pays et on verra ça plus tard, de savoir ce qui a été fait, pas fait, pourquoi ça n'a pas été fait. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, il faut préparer, c'est vrai, le déconfinement. Alors il n'est pas pour demain, le Premier ministre l'a dit et il a eu raison de le dire, car ça va durer encore, ce confinement, mais qu'on ne soit pas dans une situation d'impréparation demain, de la même manière que nous sommes aujourd'hui victimes de l'impréparation d'hier. Alors justement, en tant que responsable politique, quelle serait votre façon de gérer la suite? On a bien compris qu'avant, vous auriez fait différemment. Pour la suite, qu'est-ce que vous proposez? On voit qu'il y a certains scénarios sur lesquels le gouvernement est en train de travailler. Effectivement, pas pour demain, visiblement. Et puis surtout, pas en un coup. Est-ce que ça vous paraît sage? Comment vous voyez la suite? Non, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il serait pas sage de déconfiner tout le monde d'un coup, surtout compte tenu, encore une fois, du manque de masques, de protection qui est actuellement celui de la France. Mais je pense que la première des choses, peut-être, c'est d'envoyer des équipes de scientifiques, des équipes gouvernementales pour aller regarder dans les pays qui ont procédé notamment à des confinements puis à des déconfinements, comment cela s'est déroulé. On les envoie sur place dans la situation actuelle ? Oui, bien sûr, oui, avec les protections nécessaires. Oui, bien sûr. Il est absolument important de savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné ailleurs. Je pense que la première des choses à faire, d'abord, c'est de tester, puisque nous allons avoir, paraît-il, de plus en plus de tests. C'est de tester bien sûr tous les soignants, mais ça, je crois que c'est en train d'être fait. Mais c'est de tester d'abord tous ceux qui sont en train de travailler. Car ceux qui sont en train de travailler, s'ils sont touchés par le Covid-19, il faut les confiner. Bon, c'est la première, à mon avis, des choses à faire en attendant d'avoir ce fameux test sérologique, c'est-à-dire pour savoir ceux qui ont été touchés, ceux qui aujourd'hui sont préservés de cette maladie. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Et il faut, à mon avis, tester absolument massivement pour être capable de savoir qui doit encore rester chez soi protégé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et puisqu'on a renvoyé les gens chez eux malades, créant ainsi des épidémies intrafamiliales de manière très importante, puisqu'il n'y avait pas de masque à disposition. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le déconfinement régional pose quand même un certain nombre de problèmes. Moi, la crainte que j'ai, c'est qu'évidemment, il y ait des gens qui soient tentés de partir dans les régions déconfinées, ce qui évidemment rendrait tout ce que nous avons fait et tous les sacrifices que les Français ont fait en respectant ce confinement vain. Le
scénario d'un éventuel déconfinement par classe d'âge, c'est-à-dire pour continuer à protéger ceux qui sont les plus vulnérables au virus, notamment les personnes âgées. Est-ce que ça vous paraît un scénario également sur lequel il faut réfléchir ? Oui, mais moi j'ai entendu dire qu'on déconfinerait les enfants, mais on ne va pas déconfiner les enfants sans les parents. Donc je pense que tout doit être basé sur la protection, les masques. Il faut absolument monter en puissance de manière massive. Et on en reparlera dans 2 minutes si ça ne vous ennuie pas. Et puis sur les tests, sur le double test, est-ce que je suis malade et est-ce que j'ai été malade et je suis donc aujourd'hui protégée? Sans cela, je pense que le confinement risque de rater et ça, on ne peut pas se le permettre parce que tout ça a évidemment des conséquences très lourdes sur le plan économique et sur le plan social. Vous avez été testée vous-même, Marine Le Pen ? Non, pourquoi l'aurais-je été ? Puisque nous ne sommes testés depuis déjà un très grand nombre de semaines que si nous sommes dans une situation grave sur le plan sanitaire. C'est-à-dire que seuls les cas graves hospitalisés sont testés. Enfin, normalement. Bon, je sais qu'il y a eu quelques exceptions, mais normalement, c'est le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les gens malades ont été voir leur médecin. 40 000, je crois, la semaine précédente, de suspicion. Et puis, on les a renvoyés chez eux, sans masque. Donc, ils ont contribué, quoi qu'on en dise, encore une fois, à des contaminations intrafamiliales. Donc, le masque pour les malades qu'on nous a vendu pendant un certain nombre de semaines sur le plan de la communication, c'est bien dans les mots, mais le problème, c'est comme il n'y avait pas de masque, eh bien, en réalité, les malades sont rentrés chez eux sans avoir de protection et donc sans pouvoir protéger leurs proches. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au moment où on se parle, c'est-à-dire ça fait maintenant, on est à la fin de la 3e semaine de confinement, on est vraiment clairement pleinement dans cette crise et dans cette prise de conscience, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le gouvernement est davantage transparent et joue le jeu de dire ce qui va et ce qui ne va pas ? Mais je crois que je pense que le gouvernement semble dépassé, si vous voulez, par la situation. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas systématiquement de lui jeter la pierre, mais je pense que dans une situation telle que celle-là, il faut être souple, il faut être réactif. Or, on a le sentiment que ce gouvernement qui a vanté beaucoup la Start-up Nation, en réalité, se retrouve un peu englué dans des lourdeurs qui sont des lourdeurs qui empêchent une réaction rapide. Je vous donne un exemple. Air Liquide a proposé début mars de se mettre en situation de fabriquer des respirateurs. Il s'est passé de longs jours avant qu'une réponse lui soit apportée. Et pour finir, à la fin du mois de mars, un consortium s'est monté et je remercie d'ailleurs les entreprises qui y participent et d'ailleurs toutes les entreprises françaises qui sont aujourd'hui en train de participer à cet effort de guerre. Ils vont livrer, je crois, d'ici quelques semaines, 10 000 respirateurs. Car on manque de respirateurs. On manque de tout, il faut être honnête. On manque de respirateurs, on manque de gants, on manque de masques, on manque de surblouses, on manque de blouses, on manque d'écouvillons. On ne peut pas faire les tests à cause de ça. On manque de curares, on manque d'antibiotiques. Enfin, je veux dire, on se pose la question pour un pays aussi puissant que le nôtre. Le Premier ministre, hier soir, vous leur avez reproché, en tout cas au début de la crise, d'avoir sciemment menti. Le Premier ministre, hier soir, évoquant comme vous cette tension sur les stocks de médicaments et notamment le curare, c'est-à-dire les médicaments qui sont nécessaires à endormir les patients qui ont besoin d'être intubés, il a reconnu qu'il y avait une vraie tension sur ces médicaments-là et il promet, lui comme Emmanuel Macron, de revenir à une production... alors, évidemment, vous me direz, ce sera trop tard, mais enfin, mieux vaut tard que jamais, un retour de la production de toutes ces denrées, de tous ces médicaments essentiels sur le sol français. Oui, mais là, vous voyez, je ne suis pas d'accord quand on dit que ce sera trop tard. C'est-à-dire que je pense que, si vous voulez, depuis le départ, j'ai le sentiment que le gouvernement a une stratégie défensive par rapport au virus. Moi, je plaide pour une stratégie offensive. Par exemple, le président est venu nous dire c'est malheureux, nous dépendons totalement en matière de masse de la production, enfin quasiment totalement de la production étrangère. Il faut absolument refaire de la production nationale. Et le lendemain, il commande 1 milliard de masques à la Chine. Bon, c'est bien, on ne sait pas s'ils seront livrés, compte tenu des tensions sur le marché mondial. Enfin, c'est mieux que rien, ça, non ? Il fallait pas les commander ? Mais si, il faut les commander. Mais il faut aussi tout de suite demander à des dizaines d'entreprises de fabriquer des masques. C'est-à-dire ça a été le cas.
Non ? Non, pas des dizaines, non. Écoutez, le président nous a dit on va pouvoir faire 1 million de masques par jour. Mais 1 million de masques par jour, c'est 30 millions par mois. On a au bas mot besoin de 300 millions de masques par mois. 40 millions par semaine pour les soignants, mais on oublie les caissières, on oublie les policiers, on oublie les gendarmes, on oublie les aides à domicile. On oublie tous ces gens-là qui eux aussi ont besoin, les pompes funèbres, les laborantins. Donc, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut se mettre tout de suite massivement à la production de masques pour être autosuffisant maintenant, mais aussi demain, Madame de Malherbe, car on ne sait pas si ce virus ne reviendra pas. À l'automne prochain, certains grands professeurs d'infectiologie nous expliquent qu'il y a un risque pour que ce virus se déplace dans l'hémisphère sud et revienne dans l'hémisphère nord. Donc on ne peut pas se permettre de manquer aujourd'hui, mais aussi de manquer demain. Donc il faut, je crois, reprendre l'offensive, y compris effectivement sur les tests, sur le matériel nécessaire pour faire ces tests, car si les tests arrivent et qu'on ne peut pas les faire, eh bien c'est catastrophique. Moi je m'interroge toujours, si vous voulez, de savoir pourquoi l'Allemagne arrive à faire 500 000 tests par semaine et que nous, difficilement, on nous annonce que dans un mois, on arrivera à en faire 50 000 par semaine. Mais à ce rythme-là, je ne sais pas combien de temps mettra le déconfinement. Au-delà de la question même sanitaire, il y a une question économique, bien sûr, qui va se poser, mais qui se pose déjà avec notamment le réveil assez criant d'un certain nombre d'inégalités face au travail, notamment le fait que certains, notamment principalement les cadres, puissent télétravailler et que ceux qui sont souvent les plus modestes soient obligés d'aller physiquement au travail. Vous évoquiez à l'instant le cas des caissières, on pense aux livreurs, aux manutentionnaires, on pense à tous ceux qui sont sur la chaîne alimentaire. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'unir et ne pas creuser encore peut-être ce sentiment d'inégalité qui a été réveillé ? Non, mais je pense que tout ce qui remonte du terrain, si vous voulez, c'est le problème des protections, quoi. On y revient, on y retourne à chaque fois. Cette impréparation, on continue à la payer extrêmement cher. Moi, le 11 février, je réclamais, j'alertais sur la pénurie de masques et de médicaments. Et c'est donc, je pense, dès fin janvier qu'il aurait fallu passer les commandes. Donc, ce que disent tous ces gens qui travaillent, ils ne viennent pas vous dire on ne veut pas travailler. Et je vais même vous dire l'inverse. La CGT qui a honteusement, en cette période, lancé un appel à la grève, eh bien, n'a pas été suivi par ses propres membres, par les salariés, qui ont dit non, nous on est là et on fait le travail. Mais la seule chose qu'ils veulent, c'est être protégés. Or, aujourd'hui, ils ne sont pas protégés. Et pendant des semaines, on nous a dit, les masques arrivent, ils seront là demain, ils seront là après-demain. Chaque jour, on nous disait qu'ils seraient là demain, et puis en réalité, ils n'étaient pas là. C'est ça, si vous voulez, que j'ai contesté beaucoup. Économiquement, Marine Le Pen, oui. Quels seraient les outils, si vous étiez présidente, comme vous le souhaitez, quels seraient les outils que vous donneriez au monde économique, aux entreprises, aux boutiques qui ont été contraintes de fermer, aux restaurants quels sont les outils économiques que vous donneriez ? Est-ce que vous estimez que les outils qui sont mis en place en ce moment par l'État sont à la hauteur ? Alors, la plupart des outils vont incontestablement dans le bon sens. Moi, j'ai une très grosse réserve que j'ai exprimée, c'est sur ces 1 500 € que les commerçants, les artisans peuvent solliciter s'ils démontrent qu'ils avaient perdu 70% de leur chiffre d'affaires au mois de mars. 50% pour le mois d'avril. Voilà. Bon, je pense que ça n'est pas suffisant. Et j'avais immédiatement perçu que la BPI allait être totalement submergée et qu'on tomberait dans un espèce d'enfer bureaucratique qui ferait que des entreprises seraient en très grave difficulté. J'avais donc proposé une solution qu'on peut toujours prendre, hein, il n'est jamais trop tard, qui consistait à passer par la Banque de France et à injecter 10 milliards des 750 milliards débloqués par la BCE, 10 milliards pour les auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, TPE, PME de moins de 1000 salariés. La Banque de France versait directement sur les comptes en banque 1 500 € forfaitaires. Une sorte de chèque direct, quoi. Pardon, plus 1 000 €, plus 1 000 € par salarié. Plus 1 000 € par salarié. Tout de suite, chaque mois, autant de mois que durera le confinement. Ça aurait permis en 10 jours de pouvoir accorder les liquidités nécessaires à nos petites entreprises qui sont aujourd'hui dans des situations extrêmement
difficile. Je lance encore une fois un appel au gouvernement. Écoutez cette proposition. Elle est, je crois, raisonnable sur le plan des finances et je la crois très efficace et attendue de la part de nos TPE, PME, de nos artisans, de nos commerçants, de nos agriculteurs également. On a presque oublié qu'il y avait eu le premier tour des municipales. Ça nous paraît bien loin déjà, qui avait été maintenu. Hier, Édouard Philippe a expliqué que ça n'était pas absolument sûr qu'il pourrait maintenir le deuxième tour en juin. La décision sera prise fin mai en fonction de la situation sanitaire dans le pays. Sinon, ce sera un premier et un deuxième tour qui seront refaits à l'automne, avec maintien de ceux qui ont été élus dès le premier tour. Est-ce que ce scénario vous paraît acceptable ? Oui, moi je ne crois pas du tout que nous pourrons organiser des élections en juin, étant entendu qu'il faut quand même que l'élection soit précédée d'un minimum de campagne électorale. Enfin, je veux dire, la démocratie le nécessite et par conséquent, je crains que ces élections, le gouvernement ne soit en réalité obligé de les repousser au mois d'octobre ou plus tard. Car nous ne savons pas, même pas aujourd'hui, si au mois d'octobre, ces élections pourront se tenir dans des bonnes conditions. Ou plus tard, ça veut dire que vous imaginez qu'on commence à parler d'un confinement qui pourrait être en tout cas partiellement levé à partir de la fin du mois d'avril, peut-être du mois de mai. Même ça, vous en doutez ? Oui, mais vous savez, on peut très bien lever un confinement tout en conservant un certain nombre d'interdictions, de réunions, de stades de football, etc. Donc, on n'en sait rien, on ne sait pas. On ne sait pas. Je pense que, si vous voulez, ce qui est contestable, c'est que face à un virus qui était nouveau, sur lequel on ne sait pas grand-chose, on apprend aujourd'hui qu'il peut y avoir des séquelles, semble-t-il, de ce virus. Il va donc falloir tenir compte de ces informations qui provenaient déjà des études chinoises pour préparer les kinésithérapeutes, les structures qui vont accueillir les gens qui vont entrer à la sortie de l'hôpital en rééducation. Tout ça, il faut y penser maintenant. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. On ne sait donc pas ce qui se passera au mois d'octobre. Vous-même, vous sortez de temps en temps, Marine Le Pen, de chez vous ? Non, je ne sors. Je suis sortie que 2 fois depuis le début du confinement, comme les Français, pour aller faire des courses. Vous avez le sentiment qu'il est respecté suffisamment par les Français, ce confinement ? Je crois qu'il est respecté par l'immense majorité des Français, mais il y a un certain nombre d'endroits, incontestablement, où il n'est pas respecté. Voilà, c'est clair. Il y a un certain nombre d'endroits. Pardon. Merci Marine Le Pen. Il faut le faire respecter. Il faut le faire respecter, ce sera vos mots, c'est le mot de tous les dirigeants aujourd'hui qui disent restez chez vous, pas de vacances pour le virus, pas de vacances non plus donc pour les Français. Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous sur RMC et BFM TV, il est 8h56.